Nous avons fait le voyage, le mois dernier, a dit ma sœur, et mon cœur s'est serré. Je n'avais aucune idée qu'ils avaient utilisé mes 5,000 $, tout en m'excluant d'un voyage familial. L'aire de restauration du centre commercial Riverside sentait le bretzel et le poulet teriyaki. Je déjeunais entre deux réunions, quand j'ai remarqué ma sœur en train d'examiner un stand de lunettes de soleil, près de la fontaine. Nous ne nous étions pas parlé depuis quelques semaines, ce qui n'était pas surprenant. Compte tenu de nos emplois du temps chargés, mais j'ai pensé que j'allais lui dire bonjour. Et peut-être prendre un café avec elle. Rachel, ai-je crié, en me faufilant à travers la foule du déjeuner. Elle s'est retournée, et son visage a pâli. Son sourire était forcé, crispé sur ses dents. Comme si elle venait d'être surprise en train de faire quelque chose de mal. « Oh, salut » a-t-elle dit, en glissant une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La même chose que tout le monde, j'évite la vraie nourriture, ai-je plaisanté. En montrant ma salade de bureau déprimante. Et, au fait, quand est-ce que ce voyage en famille a lieu? Je voulais demander à maman les dates définitives. Mais tu sais bien qu'elle ne répond jamais au téléphone. L'expression de Rachel a changé. Ses joues ont perdu encore plus de leur couleur. Et elle a baissé les yeux vers l'étalage de lunettes, comme s'il contenait les mystères du cosmos. À ce sujet, a-t-elle commencé, avant de marquer une pause. Ses mains manipulaient nerveusement une paire d'aviateurs. Tu ne sais vraiment pas? Mon estomac s'est noué. Quelque chose dans son ton m'a donné des frissons. Non, quoi? Rachel a respiré doucement, puis a reposé les lunettes. Nous y sommes allés le mois dernier. Le voyage a déjà eu lieu. Je pensais. Je supposais que. Quelqu'un te l'avait dit. Le bruit du centre commercial est devenu un simple bourdonnement statique. Les gens passaient devant nous en riant, les bras chargés de sacs. Mais je me sentais comme sous l'eau. Ma bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Les mots ne sortaient pas correctement. Le mois dernier, ai-je dit d'un ton ferme. Vous y êtes allé le mois dernier. C'était compliqué, a dit Rachel précipitamment, ses mots se bousculant. Il y a eu ce problème de disponibilité avec le chalet, et les dates ont été avancées soudainement. Et les emplois du temps de tout le monde étaient si difficiles à coordonner, et j'ai payé 5,000 $ pour ce voyage. Ma voix sonnait bizarrement, lointaine. J'ai viré cet argent sur le compte de papa, en avril, pour la location, les activités, la nourriture. Tout ce dont nous avions discuté, lors du dîner de Pâques. Le visage de Rachel s'est crispé. Je sais. Je suis vraiment désolé. Papa était censé t'en parler. Il a dit qu'il s'en occuperait. S'occuper de quoi, exactement? S'occuper de voler mon argent. Et de m'exclure d'un voyage en famille que j'ai aidé à financer? Ce n'était pas comme ça, a-t-elle protesté, mais son regard fuyait le mien. L'histoire de l'argent. Papa a dit qu'il te rembourserait. Et puis, tu as été tellement occupé par le travail ces derniers temps. Nous pensions que, de toute façon, tu ne pourrais peut-être même pas venir. Alors, vous avez décidé pour moi. Mes mains tremblaient. Je les ai fourrées dans mes poches. Vous avez tous décidé que je n'étais pas assez importante pour être incluse, mais que mon argent, lui, l'était bien. Ce n'est pas juste. Juste. Le mot est sorti si sèchement qu'une femme qui passait a jeté un regard inquiet. J'ai baissé la voix. Tu veux parler de ce qui est juste? Est-ce que Kevin a participé à ce voyage? Le silence de Rachel a tout confirmé. Kevin, son époux, qui rouspétait souvent contre mon emploi, faisait des remarques désagréables sur mon célibat à 34 ans. Et me qualifiait de bourreau de travail à chaque réunion de famille et lui, il était présent. J'ai précisé que ce n'était pas une question. C'est ton mari, et je suis ta sœur. Je suis ta sœur depuis 34 ans. Rachel. Depuis avant même que tu ne saches marcher. Depuis que je t'ai appris à lasser tes chaussures, que je t'ai aidé à réviser tes examens. Et que j'ai organisé ta fête prénatale.
Quand tout le monde disait que tu étais trop jeune pour fonder une famille. Ma gorge s'est serrée. Mais d'une manière ou d'une autre, Kevin, qui te connaît depuis 6 ans, obtient une place pour des vacances que j'ai financées, et moi, je reste sur la touche. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. A dit Rachel calmement. Plus difficile pour qui? Pour toi. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. Je dois y aller. Attends, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut en parler? Peut-être prendre ce café? Je l'ai bien regardé. Ma petite sœur, qui me suivait autrefois comme mon ombre. Qui pleurait quand je partais à l'université, et qui disait que j'étais sa meilleure amie. Cette sœur qui, visiblement, avait si peu d'estime pour moi qu'elle a pris mon argent et est partie en vacances, sans rien dire. Non, ai-je simplement répondu. Je ne pense pas que nous puissions. Je suis parti avant qu'elle ne puisse réagir, mes talons claquant sur le sol carrelé. D'un pas rapide et furieux. Mes mains tremblaient encore quand je suis arrivé à ma voiture. Je me suis assise sur le siège conducteur, fixant l'écran de mon téléphone. Avec une colère bouillonnant dans ma poitrine comme dans un autocuiseur. Le parking qui m'entourait semblait irréel. Un couple de personnes âgées passait, serrant des sacs de course et rigolant pour une broutille. Un gamin a fait une marche arrière trop brusque, manquant de peu un autre véhicule. Le monde continuait de tourner, tandis que le mien basculait sur le côté. J'ai ouvert mon application bancaire avec des doigts tremblants. Et j'ai cherché la transaction datée du 10 avril. Elle était là, 5,000 $ déposés au nom de Michael Harris, le compte de mon père. La note disait, fonds pour les vacances en famille. J'ai trop hâte. J'avais ajouté un emoji souriant, parce que j'étais vraiment ravi. Le simple fait de regarder cet emoji ridicule m'a retourné le cœur. Depuis combien de temps savait-il? Cette question bourdonnait dans mon esprit. Le voyage a eu lieu le mois dernier. Par conséquent, ils avaient préparé cette exclusion depuis des semaines, voire plus. Chaque message familial, chaque appel décontracté, où aucune mention du voyage n'était faite, était un mensonge. Il m'avait regardé dans les yeux, plusieurs fois, au cours de ces semaines. Et n'avait rien dit. J'ai vérifié mes messages et je suis remonté dans la discussion familiale. Maman avait écrit, cette semaine plus tôt. J'ai hâte de passer ce moment en famille tous ensemble. J'avais répondu avec des cœurs et de la joie. Il y a 4 semaines, papa avait évoqué notre future excursion, dans une discussion de groupe. J'avais demandé s'il fallait coordonner quelque chose. Il avait répondu, tout est réglé, ma chérie. Tout est réglé. Il ne s'était pas trompé. Ils avaient réglé mon exclusion, tout en conservant mon argent. Le premier appel a été pour ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix enjouée et heureuse. Ma chérie, comment vas-tu? Je viens de croiser Rachel au centre commercial, ai-je expliqué. Ma voix étant étrangement calme. Elle m'a dit que vous étiez tous partis pour le voyage en famille le mois dernier. Celui pour lequel j'ai contribué à hauteur de 5,000 $. Le silence a été si long que j'ai craint que l'appel n'ait été coupé. Ma puce, a fini par dire maman. Sur ce ton mielleux et apaisant qu'elle utilisait lorsqu'elle réalisait qu'elle avait commis une erreur. Nous allions te le dire. Ton père était censé t'appeler pour le changement de date. Le changement de date qui, par coïncidence, s'est fait sans moi? Tu es toujours si occupé par le travail. Nous pensions que... Arrête. J'ai fermé les yeux et j'ai posé ma main sur mon front. S'il te plaît, arrête de me mentir. Si vous ne vouliez pas de moi là-bas, vous auriez pu simplement le dire. Au lieu de ça, vous avez pris mon argent. Et vous avez menti pendant des semaines. Nous n'avons pas menti, a insisté maman. C'est juste que... le timing est devenu compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment eu un changement de date? Ou est-ce que c'était le plan depuis le début? Un autre soupir. Cela m'a tout dit. Je veux que mon argent me soit rendu, ai-je déclaré. La totalité, d'ici la fin de la semaine.
Eh bien, cela risque d'être difficile. L'argent a déjà été dépensé pour. Je me fiche de la manière dont il a été dépensé. Vous m'avez pris 5,000 $ sous de faux prétextes. C'est un vol? Maman. Je vous donne jusqu'à vendredi pour me les rendre? Sinon j'engage des poursuites judiciaires. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle dit, mais sa voix tremblait. Nous sommes une famille. La famille ne se vole pas les uns les autres. Vendredi, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon cœur martelait si fort que j'avais la tête qui tournait. J'ai pris 3 grandes inspirations. 4. 5. L'appel suivant était pour mon père. Messagerie. Évidemment. Papa, c'est moi. Je suis au courant pour le voyage. Je sais que vous êtes tous partis sans moi. Après avoir pris mon argent. Je le veux d'ici vendredi. Ou je fais intervenir des avocats. C'est ton choix. Mon doigt survolait le contact suivant. Rachel encore? Non. J'avais dit tout ce que j'avais à lui dire. Mais il y avait une autre personne qui devait m'entendre. Kevin a répondu dès la première sonnerie, d'un ton arrogant, comme d'habitude. Eh bien, j'ai entendu dire que tu avais croisé Rachel aujourd'hui. Tu savais, ai-je demandé. Tu savais tout ce temps. Savoir quoi? Que ta famille a fini par se lasser de s'adapter à ton emploi du temps ridicule? Qu'ils ont décidé de s'amuser. Pour de vrai, sans attendre que tu les cases entre 2 réunions. Il a gloussé, et cela m'a fait bouillir le sang. Allez, tu devais bien te douter que ça finirait par arriver. J'ai payé pour ces vacances. Et ils ont bien utilisé ton argent. Le chalet était magnifique. Tes parents te remercient. Au fait. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas de façon spectaculaire ou explosive. C'était plutôt comme une corde effilochée qui finit par lâcher, après des années d'usure. Silencieux, décisif, et définitif. Je vais te ruiner, ai-je répondu calmement. Kevin a ri plus fort cette fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Poursuivre ta propre famille. Bonne chance avec ça. Tu vas passer pour une vieille fille cupide et amère. Incapable de supporter d'être laissée de côté pour un seul voyage. Nous verrons bien, ai-je dit, avant de raccrocher. Mes mains ont cessé de trembler. La colère brûlait toujours dans ma poitrine, mais elle était devenue froide et concentrée. J'avais passé toute ma vie d'adulte à mener une carrière de conseillère financière. Je savais exactement comment gérer les conflits financiers. Je savais exactement qui contacter. Dylan Turner a répondu au téléphone de son bureau, à la 2e sonnerie. Max était mon avocat depuis des années, me guidant à travers tout. Des négociations de contrat jusqu'à ce désastre avec mon précédent propriétaire. Il était intelligent, féroce quand c'était nécessaire, et il me devait un service. Dis-moi que tu m'appelles avec de bonnes nouvelles, a-t-il remarqué pour m'accueillir. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, lui ai-je dit. Une affaire de famille, un vol financier, et j'ai besoin que ce soit traité rapidement. Et de manière approfondie. Je t'écoute. J'ai tout décrit, la planification des vacances, les transferts d'argent, les voyages secrets. Et la confrontation au centre commercial. Max a écouté sans m'interrompre, et je pouvais presque l'entendre prendre des notes. As-tu des documents prouvant le transfert, a-t-il fini par demander. Relevé bancaire, SMS sur l'organisation du voyage, email. Tout. Et il refuse de restituer les fonds. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de mon père, mais ma mère a dit, en gros, qu'ils avaient tout dépensé, et que le remboursement serait difficile. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a répondu Max, et j'ai pu déceler un sourire dans sa voix. Il devenait prédateur dès qu'il repérait une affaire qu'il pouvait gagner. Ils ont accepté de l'argent pour un but précis, n'ont pas rempli cet objectif, et refusent maintenant de rendre les fonds. C'est un cas d'école de fraude. Peut-être de vol par tromperie, selon la façon dont nous présentons les choses. À quelle vitesse peux-tu agir?
Je peux faire rédiger une mise en demeure et l'envoyer dès demain matin. S'ils ne répondent pas de manière appropriée dans le délai imparti, nous déposons une plainte au civil. Étant donné le montant, nous pourrions également impliquer les forces de l'ordre. Bien que cela devienne plus délicat avec la famille. Je veux que la lettre soit envoyée demain, ai-je expliqué. Donne-leur 3 jours ouvrables pour répondre. S'ils ne remboursent pas chaque centime, avec les intérêts pour la période où ils ont détenu l'argent, nous déposons plainte immédiatement. Tu es sûr de toi? Une fois engagé sur cette voie, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta famille va être furieuse. Ils auraient dû y réfléchir avant de me voler, et de me mentir. Très bien, a dit Max. Je m'y mets. Envoie-moi toute la documentation que tu as. Et nous allons rendre ce dossier blindé. Après avoir raccroché avec Max, je suis resté dans ma voiture un moment, regardant les gens aller et venir dans le centre commercial. Des familles portant des sacs de courses, des adolescents qui riaient. Des couples se tenant par la main. Des gens ordinaires vaquant à leur vie quotidienne, sans souffrir de la trahison de ceux qui étaient censés les aimer le plus. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Rachel, s'il te plaît. Ne fais rien d'irréfléchi. Nous pouvons arranger ça. La famille est plus importante que l'argent. J'ai répondu avec des doigts plus assurés. Tu as raison. La famille devrait être plus importante que l'argent. Tu aurais dû t'en souvenir avant de prendre le mien. Et de me laisser derrière vous. Une autre vibration. Celle-ci venait de maman, j'ai parlé à ton père. Nous pouvons te rendre la moitié maintenant. Et le reste au cours des prochains mois. S'il te plaît, sois raisonnable. Raisonnable? Ils s'attendaient à ce que je sois juste, face à leur vol. La totalité d'ici vendredi, où mon avocat engage des poursuites, ai-je répondu. C'est non négociable. Mon téléphone s'est mis à sonner instantanément. Maman a rappelé, j'ai refusé. Il a sonné à nouveau à Rachel, cette fois, refusé. Papa, refusé. Kevin a vraiment réussi à me faire rire, définitivement refusé. 3 messages vocaux sont arrivés en succession rapide. Je les ai supprimés sans les écouter. Ce soir-là, j'ai transmis tous mes documents à Max. Les comptes bancaires indiquaient un virement de 5,000 $ en avril. Les SMS du groupe familial sur les préparatifs des vacances, incluant les jours que j'avais notés comme libres sur mon calendrier. Papa m'avait envoyé des emails confirmant la réception de mon argent et proposant de s'occuper de tous les préparatifs. Des captures d'écran de notre discussion sur les activités et la nourriture. Tout dessinait un tableau clair, un voyage en famille prévu conjointement. Financé en partie par moi, mais réalisé sans moi alors qu'il gardait mon argent. Max m'a répondu par email en moins d'1 heure. C'est encore mieux que je ne le pensais. Leurs propres messages établissent l'intention et l'accord. S'ils contestent, ils vont perdre lourdement. La lettre part demain à 10 heures. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner dans mon appartement silencieux, des pâtes à la marinara. Simple mais réconfortante. Mon téléphone vibrait de SMS, mais j'ai désactivé les alertes pour les membres de ma famille. Quoi qu'ils aient à dire, cela pouvait attendre qu'ils soient prêts à avoir une discussion ouverte. Ce qui n'allait manifestement pas arriver ce soir. Vers 22 heures, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert l'application de caméra de mon téléphone et j'ai vu Rachel, debout, l'air triste, serrant ce qui semblait être une bouteille de vin. Je n'ai pas répondu. Elle a sonné à nouveau, et a frappé. S'il te plaît, je sais que tu es là. Ta voiture est garée. Je veux juste parler. Grâce à la webcam, je l'ai vu rester là pendant 5 minutes. Frappant par intermittence avant de repartir. Ses épaules se sont affaissées lorsqu'elle est retournée à sa voiture. Et j'ai ressenti une pointe de regret. Puis, je me suis rappelé son visage au centre commercial, la façon dont elle tentait de justifier mon exclusion. Et comment elle laissait son mari me ridiculiser au téléphone. La culpabilité s'est dissipée.
La mise en demeure est arrivée à la résidence de mes parents par courrier recommandé le lendemain matin. À 11h30. Je le sais parce que j'ai reçu une notification de l'application de suivi. Max m'avait mis en copie de la lettre, et elle était magnifique, professionnelle, froide. Et totalement accablante. Elle présentait les faits simplement, l'argent a été transféré pour une raison précise. L'objectif n'a pas été rempli, le bénéficiaire n'a pas remboursé l'argent. Des poursuites judiciaires seront engagées si le paiement n'est pas reçu sous 3 jours ouvrables. Il n'y avait pas de langage émotionnel. Pas d'accusation, simplement des professionnels du droit qui rendaient tout à fait évident le fait qu'ils avaient commis une erreur. Mon téléphone a explosé, 15 appels manqués avant midi. Les SMS allaient de la supplication à la fureur, en passant par la confusion. Papa a laissé un message commençant par « Qu'est-ce que tu t'imagines faire ? Bon sang ?» et finissant par « Rappelle-moi immédiatement ». Kevin n'a pas répondu, ce qui était étrange. Rachel a écrit un SMS de la longueur d'un roman sur sa tristesse de me voir engager des avocats. Sur le fait qu'elle n'aurait jamais imaginé que je privilégierais l'argent sur la famille. Et sur sa déception à mon égard. J'ai répondu une seule fois sur la discussion de groupe familial. Vous avez eu de nombreuses occasions de faire ce qui était juste. Vous avez choisi de ne pas le faire ? Et ceci est le résultat de cette décision. J'ai ensuite mis la discussion en sourdine. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis plongé dans une proposition pour un nouveau client. J'ai passé en revue des estimations financières jusqu'à en avoir les yeux qui brûlent. Et je suis resté tard au bureau 3 soirs de suite. Le jeudi matin, ma collègue Olivia m'a repéré et s'est approchée de moi, près de la machine à café. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Tu as cette tête-là, a-t-elle remarqué. En se versant une tasse de cet horrible café de salle de pause que nous prétendions tous boire. Quelle tête ? La tête du genre ? Je suis sur le point de détruire la vie de quelqu'un et j'ai les tableurs pour le prouver. Je l'ai déjà vu. Généralement juste avant que tu n'étrilles le business plan foireux de quelqu'un en réunion. Malgré tout, j'ai souri. Un drame familial. Je ne veux pas t'ennuyer avec ça. Un drame familial qui nécessite ton visage de meurtre juridique ? Là, je suis intrigué. Je lui ai fait un résumé. Les yeux d'Olivia s'écarquillaient à chaque révélation. Jusqu'à ce qu'elle secoue la tête d'étonnement. Ils t'ont pris 5,000 $ et sont partis sans toi ? Ils sont fous ? Apparemment, ils pensaient que je laisserais couler. Est-ce qu'ils ne te connaissent pas du tout ? Olivia a fait une blague. Je t'ai vu passer 6 heures à traquer une erreur comptable de 4 $. Parce que le principe te dérangeait. Pensait-il vraiment que tu passerais l'éponge sur 5 000 $ et une trahison massive ? On dirait bien. Eh bien, j'espère que tu vas les écraser, a-t-elle dit joyeusement. Famille ou pas ? C'est n'importe quoi. Tu veux aller dîner ce soir ? Tu as l'air d'avoir besoin d'une amie. J'ai accepté, heureuse de cette diversion. Nous sommes allés dans un restaurant thaïlandais en centre-ville. Où Olivia m'a amusé avec des anecdotes sur ses expériences amoureuses désastreuses. C'était agréable de rire et de penser à autre chose qu'à la trahison de ma famille pendant quelques heures. L'échéance est arrivée le vendredi matin. Je n'avais rien reçu de ma famille à part d'autres SMS urgents, que j'ai continué d'ignorer. À 9h30, Max a téléphoné. Ils n'ont pas contacté mon bureau, a-t-il dit. Tu veux que je dépose la plainte ? J'y ai réfléchi pendant précisément 3 secondes. J'ai repensé au sourire hypocrite de Rachel au centre commercial, aux mensonges apaisants de maman. Au ton sarcastique de Kevin, et au silence de papa à travers tout cela. Dépose-la, ai-je dit. C'est fait. Tu auras le numéro de dossier d'ici cet après-midi. Juste un avertissement ? Les choses vont devenir très inconfortables. Elles le sont déjà. Autant faire en sorte que ça compte. L'action en justice a été enregistrée dans le système de la Cour du comté à la mi-journée une action civile demandant la restitution des 5 000 $, plus les intérêts, les frais de justice et les honoraires d'avocat.
Max les avait poursuivis tous les trois, maman, papa et Rachel conjointement et solidairement. Ce qui signifiait que l'un d'entre eux, ou tous, pouvait être tenu responsable de la somme totale, plus les dommages-intérêts. Mon téléphone a sonné sans arrêt pour le restant de la journée. J'ai tout ignoré. À 17h47, une autre voix s'est jointe au cœur. Ma tante Hélène, la sœur de ma mère. Elle a laissé un message plein de déception. Disant que j'étais en train de déchirer la famille pour de l'argent, que ma mère était en larmes. Et que tout le monde était stupéfait que je puisse être aussi sans cœur. J'ai sauvegardé le message, non pas pour le réécouter, mais pour montrer le niveau de pression qu'ils exerçaient. Max a dit que cela pourrait être utile plus tard. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Il m'a fallu un moment pour reconnaître qu'il venait de ma nièce Sophia, la fille de Rachel, âgée de 12 ans. Elle était assez grande pour avoir son propre téléphone. Et visiblement assez grande pour être recrutée comme messagère. Tante Lisa est vraiment triste. Grand-mère aussi. Est-ce que tu peux arrêter ça? S'il te plaît? C'est juste de l'argent. J'ai regardé le message pendant un long moment. Ils avaient impliqué une adolescente. Ils exploitaient une enfant pour tenter de me faire culpabiliser et me faire abandonner. Je n'ai pas répondu. Max m'a contacté le lundi suivant pour me donner des nouvelles. Ils ont pris un avocat. Jackson Weaver, un gars du coin, qui fait beaucoup de droit de la famille et de succession. Il essaie déjà de négocier un accord. Qu'est-ce qu'il propose? Le remboursement intégral du capital, sans intérêt. Sans frais. Ils veulent que tu signes une clause de confidentialité et une décharge renonçant à toute réclamation future. Absolument pas, ai-je dit vivement. Il paie tout. Y compris tes honoraires et les frais de justice. Pas de clause de confidentialité. Il s'excuse par écrit. Et je veux une confirmation qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait était mal. L'histoire des excuses n'est pas standard. Je m'en fiche. C'est ma condition. Ils peuvent l'accepter, ou m'affronter au tribunal. Tu ne plaisantes vraiment pas avec ça, n'est-ce pas? Et toi, tu plaisanterais, si ta famille te faisait ça? C'est vrai, a dit Max, je vais transmettre tes conditions. Les contre-offres ont commencé à arriver. Ils paieraient les intérêts, mais pas les frais d'avocat. Ils paieraient tout, mais demandaient la clause de confidentialité. Ils feraient tout, mais les excuses écrites étaient jugées très insultantes. J'ai décliné chacune d'elles. Chaque fois que Max m'appelait pour me présenter la dernière offre, je disais non. Mes conditions étaient les miennes, à prendre ou à laisser. Pendant ce temps, j'ai appris quelque chose d'intéressant sur le fait de rester sur ses positions. Les gens se révèlent involontairement. Tante Hélène m'a contacté personnellement un soir. Sa voix était douce comme du miel. Adoptant une approche différente de son précédent message de culpabilisation. Ma chérie, je comprends ta blessure, m'a-t-elle dit. Mais ta mère est hors d'elle. Elle ne dort plus. Mange à peine. Est-ce que l'argent vaut vraiment la peine de détruire sa santé? Est-ce que l'argent valait la peine d'être volé, ai-je rétorqué. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont volé. C'est un mot tellement laid, a répondu Hélène, son ton changeant radicalement. Ils ont fait une erreur de jugement. Les humains font des erreurs. Les erreurs arrivent par accident. Ça, c'était délibéré. Ils ont organisé un voyage. Pris mon argent, sont partis sans moi, et ont menti pendant des semaines. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. Tu as toujours été tellement catégorique sur les choses, m'a-t-elle dit. Et maintenant, la politesse s'était évanouie, la laissant dure et incapable de pardonner. Ta mère m'avait prévenu que tu serais difficile à ce sujet. Tant mieux, ai-je dit. J'espère qu'elle t'a bien prévenu, parce que je ne reculerai pas. Hélène m'a raccroché au nez. J'ai ajouté son nom à ma liste mentale de personnes qui semblent croire que je devrais simplement accepter d'être volé et ostracisé parce que j'étais la famille. La campagne de dénigrement a commencé peu après.
J'ai appris par des amis communs que différents membres de la famille diffusaient leur version des faits. J'étais cupide, obsédé par l'argent, rancunière pour un rien. Et je déchirais la famille par pur égoïsme. Quelqu'un a même suggéré que je n'avais pas voulu participer au voyage. Et que je m'en servais comme excuse pour causer des ennuis. Chaque mensonge renforçait ma détermination. Nous en étions à 4 semaines de lutte juridique quand quelque chose d'intéressant s'est produit. Olivia est entrée dans mon bureau un après-midi avec un sourire inhabituel sur le visage. « Alors, j'ai des nouvelles bizarres », a-t-elle remarqué, en claquant la porte derrière elle. « Tu te souviens de mon petit ami Greg ? Celui dont je me plains toujours, celui qui est émotionnellement indisponible mais qui fait de bons pancakes ? C'est celui-là, oui. Quoi qu'il en soit. Il est comptable et il me parlait de ce nouveau client que son cabinet vient de prendre. Un propriétaire de petite entreprise. Une société de conseil qui a des problèmes de trésorerie. Elle a marqué une pause significative. Le nom du propriétaire est Tyler Sutton. J'ai relevé la tête brusquement. Tyler est mon beau-frère. Même nom de famille, même secteur d'activité, et localisation approximative identique. Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur LinkedIn, et effectivement. C'était la même personne. Les affaires de Tyler sont en péril, selon Greg. Qui m'en a peut-être dit un peu trop. Après 2 bières. Du genre. Grosse difficulté. Il ne s'est pas versé de salaire depuis 4 mois, ce qui est un problème. Je me suis adossé à ma chaise, essayant de comprendre cette information. Tyler, qui m'avait taquiné au téléphone en me traitant de bourreau de travail. Tyler, qui paraissait si supérieur lors des événements familiaux. Tyler, qui rigolait à l'idée d'utiliser mon argent pour leurs vacances. À quel point est-ce grave ? Olivia a baissé la voix. Greg a dit que l'entreprise avait peut-être 4 mois avant d'être complètement sous l'eau. Il essaie de restructurer la dette. Mais ça ne se présente pas bien. Quelque chose à propos d'un gros client qui s'est retiré. Emportant son argent récurrent avec lui. Ai-je dit de façon neutre. Bien que mon esprit soit déjà en train de traiter les ramifications. Olivia a dit, est-ce que tu penses à quelque chose de maléfique ? Je le vois sur ton visage. Je pense que l'entreprise de conseil en difficulté de Tyler Sutton pourrait bénéficier de l'expertise de quelqu'un qui se spécialise dans les redressements financiers et la restructuration d'entreprise. J'ai accédé à mon réseau professionnel sur mon ordinateur par exemple. L'analyste financier senior de Williams Supply Solutions, qui est connecté à la moitié des entreprises de taille moyenne de la région. Tu vas l'aider ? Olivia semblait sceptique. Oh, non, ai-je dit, en souriant légèrement. Je vais m'assurer que chaque client potentiel qui l'approche sache exactement avec quel genre de personne il travaillerait. Je vais faire en sorte que chaque propriétaire d'entreprise de notre réseau comprenne que Tyler Sutton est le genre d'homme qui pense que voler sa famille est amusant. Qu'il est désespéré financièrement. Et qu'il est exactement le genre de personne à qui vous ne voulez pas donner accès aux informations financières de votre entreprise. C'est diabolique. C'est stratégique, ai-je dit. Je ne vais pas mentir sur lui. Je vais juste m'assurer que la vérité soit très bien connue dans tous les bons cercles. J'ai commencé ce soir-là, en informant nonchalamment un client, lors d'un dîner, de mes difficultés juridiques familiales actuelles en m'assurant de mentionner Tyler et son cabinet. J'ai fait des déclarations lors d'événements de réseautage concernant la nécessité de l'intégrité dans les partenariats de conseil. Suivi d'une anecdote personnelle sur mon beau-frère. J'ai adressé une mise en garde courtoise à une connaissance, propriétaire d'entreprise, qui cherchait des services de conseil financier. Rien de condamnable, rien de diffamatoire, simplement des informations données négligemment, se propageant comme des ondes à travers mon réseau professionnel. Max m'a appelé 2 jours plus tard, l'air amusé. Alors, leur avocat vient de me contacter en panique. Apparemment, l'entreprise de Tyler perd des clients potentiels à une vitesse alarmante. Et il est convaincu que tu es derrière tout ça. Comment pourrais-je être derrière l'échec de son entreprise ? Je ne suis pas responsable de ça.
réputation ni de ses compétences en gestion d'entreprise. C'est essentiellement ce que j'ai dit à leur avocat. En termes plus professionnels. Mais voici la partie intéressante. Ils veulent conclure un accord sur toutes tes conditions. Paiement intégral, honoraires d'avocat. Frais de justice, et des excuses écrites de chacun d'eux. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Qu'est-ce qui a changé? Tyler panique. Il pense que tu vas détruire son entreprise. Et honnêtement, d'après ce que leur avocat a dit, on dirait que c'est exactement ce que tu fais. Ils veulent que ce soit fini avant que tu ne fasses plus de dégâts. Je veux voir les excuses avant d'accepter quoi que ce soit, leur ai-je dit. Et elles doivent être authentiques, pas un modèle que leur avocat a écrit. Les excuses sont arrivées par email 3 jours plus tard. 3 lettres distinctes, une de chacun. Celle de papa était courte et un peu brute. Je suis désolé de ne pas avoir communiqué avec toi sur le changement de date du voyage. Et de ne pas t'avoir rendu ton argent immédiatement quand tu l'as demandé. Cela a dégénéré et j'aurais dû mieux gérer la situation. Celle de maman était plus longue et plus émotive. Avec des explications sur la façon dont il supposait que je ne verrais pas d'inconvénient. Comment il s'était laissé emporter par les préparatifs. Et comment il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Cela ressemblait plus à une justification qu'à des excuses. Bien qu'elle contint les mots « je suis désolé ». Ainsi qu'une reconnaissance du fait que prendre mon argent, sans fournir ce qui avait été promis, était mal. Celle de Rachel m'a fait marquer un temps d'arrêt. Elle faisait 2 pages, écrites à la main et scannées. L'écriture semblait désordonnée, comme si elle avait pleuré en la composant. Elle s'excusait de m'avoir menti au centre commercial, de ne pas avoir pris ma défense. D'avoir permis à Kevin d'influencer ses décisions familiales, et de m'avoir tenu pour acquise. Elle écrivait sur la façon dont elle m'avait toujours admiré. Comment la jalousie avait empoisonné leur relation. Et à quel point elle avait honte de ce qu'ils avaient fait. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, écrivait-elle en conclusion. Je sais que j'ai détruit quelque chose qui ne pourra peut-être jamais être réparé. Mais je suis désolé vraiment. Profondément désolé. Tu méritais bien mieux de notre part à tous, mais surtout de la mienne. J'ai lu la lettre 3 fois, assise à ma table de cuisine avec un verre de vin. Une partie de moi était toujours enragée. Une partie de moi était fatiguée. Et une petite partie de moi, cachée sous la colère et la trahison, se sentait triste. Nous étions attristés par ce que nous avions perdu. Mais je n'étais pas prête à pardonner. Peut-être que je ne le serai jamais. Les excuses sont acceptables, ai-je dit à Max, prépare l'accord transactionnel. L'argent a été déposé sur mon compte le mardi matin, 5,000 $ de capital. 160 $ d'intérêts accumulés, et 200 $ de frais d'avocat et de justice. Voir le dépôt arriver sur mon compte m'a fait un effet étrange. J'avais officiellement, légalement et totalement gagné. Mais cela ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Max m'a contacté pour vérifier que j'avais tout reçu. Voilà, c'est fait. Tu prévois d'avoir des contacts avec eux à l'avenir? Honnêtement? Je n'en sais rien. J'admets qu'une partie de moi veut les couper totalement de ma vie. Mais il reste ma famille, et c'est délicat. Ça l'est toujours, a-t-il dit avec sympathie. Pour ce que ça vaut. Je pense que tu as géré ça exactement comme il le fallait. Il devait faire face à de réelles conséquences. Et tu t'en es assuré. Que vous vous réconciliez un jour ou non, au moins, tu t'es défendu. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec mon téléphone dans la paume de la main. Jetant un coup d'œil à la discussion de groupe familial que j'avais mise en sourdine des semaines auparavant. Il y avait 247 messages non lus. Je les ai parcourus sans les lire vraiment. Il y avait beaucoup de colère, de supplications, et des tentatives de manipulation. Ainsi que quelques communications de membres de la famille élargie exprimant leur point de vue. Le message de Rachel était tout en bas, envoyé il y a seulement 1 heure. Je sais que tu ne liras probablement pas ceci, et je ne t'en blâme pas. Mais je voulais que tu saches que Kevin et moi suivons une thérapie de couple. Beaucoup de choses sont ressorties pendant tout ça.
Et je commence à voir à quel point certaines de nos dynamiques ont été toxiques. J'y travaille pas pour toi, mais pour moi et les enfants. J'espère qu'un jour nous pourrons reparler. Mais je comprends si cela n'arrive jamais. Tu avais raison sur toute la ligne. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plusieurs semaines. J'ai répondu. Je suis contente que tu reçoives de l'aide. Cela demande du courage. Je ne suis pas prête pour une relation pour le moment. Mais j'espère que la thérapie t'aidera. Sa réaction a été instantanée, comme si elle avait attendu près de son téléphone. Merci. Cela signifie plus que tu ne le penses. J'ai de nouveau mis la discussion en sourdine, mais quelque chose semblait différent cette fois-ci. Moins comme une porte qu'on claque, plus comme une porte qu'on ferme doucement. Avec la possibilité qu'elle se rouvre un jour. Le travail a repris son cours. La vie a continué. J'ai assisté à la fête d'anniversaire d'Olivia et Jerry avec mes collègues lors d'un karaoké. Mémorable. J'ai pris un long week-end et je suis parti à la montagne. Où j'ai passé 3 jours à faire de la randonnée sans penser aux tourments familiaux. J'ai commencé une thérapie parce que, bien que j'ai gagné ma lutte juridique, je devais encore gérer beaucoup de pensées contradictoires sur tout cela. L'entreprise de Kevin a fait faillite 2 mois après l'accord. Le petit ami d'Olivia prétend que ce n'était pas simplement dû aux dommages causés à sa réputation. Mais cela n'a pas aidé. Les problèmes financiers s'accumulaient depuis longtemps. Et la perte de ses clients potentiels a encore accéléré le processus. Kevin a accepté un poste dans une plus grande société de conseil au lieu de diriger sa propre entreprise. Je ne me sentais ni joyeuse ni désolée, c'était seulement une information. 4 mois après que tout a été réglé, j'ai reçu une carte par la poste. À l'intérieur se trouvait un dessin d'enfant représentant 2 personnages en bâton se tenant la main. Avec les mots « Tu me manques », Tati, griffonné au crayon en haut. Sophia, la fille de Rachel, l'avait dessiné, et au dos, de l'écriture de Rachel, aucune pression. Je voulais juste que tu saches que l'on pense à toi. J'ai affiché le dessin sur mon réfrigérateur. 6 mois plus tard. J'ai reçu l'invitation pour l'anniversaire de Sophia, une fête d'enfants dans un centre de jeux gonflable à proximité. L'invitation m'était spécifiquement adressée. Pas de plus, pas de supposition. On aimerait beaucoup que tu sois là, mais sans rancune si tu n'es pas prête. Rachel. J'ai répondu oui. Le rassemblement était étrange. Maman a sangloté quand elle m'a vu et a tenté de m'embrasser. Mais je suis resté rigide et mal à l'aise. Papa m'a serré la main poliment, comme si nous étions des partenaires d'affaires. Kevin est resté à l'autre bout de la fête tout le temps, ce qui me convenait parfaitement. Mais le visage de Sophia s'est éclairé quand elle m'a aperçu. Et elle a couru vers moi pour une étreinte sincère et simple. De la façon dont seule l'adoration d'une enfant de 12 ans peut l'être. Rachel et moi n'avons pas dit grand-chose, mais quand les enfants dévoraient le gâteau, elle s'est approchée de l'endroit où je me tenais, près du bol de punch. Merci d'être venue, a-t-elle dit doucement. Cela signifie beaucoup pour Sophia, particulièrement. Mais pour moi aussi. C'est une bonne gamine, ai-je expliqué. Ce n'est pas sa faute. Et elle ne devrait pas être punie parce que les adultes dans sa vie ont déconné. C'est juste, a dit Rachel. Elle a marqué une pause puis a continué. Je suis vraiment en thérapie. Ça m'aide. J'apprends beaucoup sur les limites. Sur le besoin de plaire aux gens. Et sur le fait de trop laisser les opinions des autres m'influencer. C'est un travail difficile. Mais j'essaie. C'est bien, ai-je dit simplement. J'espère que ça t'aidera. Nous sommes restés silencieux un instant à regarder les enfants jouer. Ce n'était pas agréable, mais ce n'était pas agressif non plus. C'était juste neutre, un point de départ, peut-être. Pour quelque chose de différent de ce que nous avions auparavant. Je ne suis pas resté longtemps après que le gâteau a été servi. J'ai dit au revoir à Sophia, j'ai fait un signe de tête à mes parents. Et je suis parti sans grande cérémonie. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai vu que quelque chose avait changé.
La colère qui m'avait poussé tout au long de la lutte juridique brûlante et concentrée pendant des mois s'était maintenant apaisée à un niveau raisonnable. Je m'étais défendu. J'avais tracé une ligne et je l'avais fait respecter. J'avais cherché la responsabilité et je l'avais obtenue. Je n'étais pas sûr que ma famille et moi aurions un jour une relation normale à nouveau. Peut-être formerions-nous une nouvelle configuration, qui reconnaîtrait ce qui s'était passé, tout en respectant les contraintes que j'avais fixées. Peut-être que non, et que je devrais faire mon deuil et passer à autre chose malgré tout. Quoi qu'il en soit, j'avais appris quelque chose d'utile, ma valeur n'était pas négociable. Ma dignité était indiscutable. Et les gens dans ma vie, qu'ils soient de la famille ou non, devaient me traiter avec le respect que je méritais. Ou ils n'auraient aucune place dans ma vie du tout. Cette rencontre au centre commercial, aussi douloureuse qu'elle ait été sur le moment, m'avait apporté de la clarté. Elle m'avait montré où je me situais dans les priorités de ma famille, me forçant à choisir ce que j'étais prêt à accepter. J'ai refusé d'accepter la trahison, même de la part de ceux qui étaient censés m'aimer le plus. 1 an après l'incident du centre commercial, j'ai reçu un SMS de Rachel. Un mardi après-midi quelconque. Il n'y avait aucun événement spécial, anniversaire ou jour férié. Je me suis juste rappelé comment nous allions prendre un café dans cet endroit sur la 5e rue. Avant que tu ne me conduises à mes cours à l'université. J'y pensais aujourd'hui. C'était le bon temps. J'ai considéré ce message pendant un certain temps avant de répondre. C'est vrai. Les lattes à la vanille étaient terribles, mais la compagnie était bonne. Ils étaient vraiment terribles, a-t-elle reconnu. Je suis libre samedi matin si tu veux prendre un café quelque part avec de meilleures lattes. Sans pression. J'y ai réfléchi pendant précisément 10 secondes avant de répondre, samedi. Ça marche. 10 heures c'est d'accord, et c'est moi qui offre. C'est définitivement toi qui offres, ai-je confirmé. Le samedi matin est arrivé, gris et pluvieux, un temps automnal typique. J'ai failli annuler 3 fois, ma main hésitant au-dessus de mon téléphone. La peur montant dans mon ventre. Mais j'avais promis d'y aller, et j'ai tenu ma parole. Rachel était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table dans un coin. Avec 2 lattes et un regard de réelle inquiétude sur le visage. Quand elle m'a aperçu, elle s'est levée et a semblé hésiter entre m'embrasser ou non. Alors elle a fait ce petit signe de la main un peu gêné à la place. Salut, a-t-elle dit. Je t'ai pris un latte à la vanille, mais je peux prendre autre chose si tu veux. C'est très bien comme ça, ai-je répondu, en m'asseyant en face d'elle. Nous avons parlé pendant 2 heures pas de l'action en justice ou de la trahison, pas au début. Nous avons parlé du travail, de ses enfants, du livre qu'elle lisait. Et de mon récent effort infructueux pour planter des tomates sur le balcon de mon appartement. Une petite discussion. Une conversation prudente, le genre de conversation que l'on a quand on essaie de savoir s'il reste quelque chose à sauver. Au moment où nous allions partir, Rachel a finalement abordé le sujet que nous avions évité. Je sais que je me suis excusé par écrit, mais j'ai besoin de le dire en personne. A-t-elle continué, ses mains enlacées autour de sa tasse de café vide. Ce que nous t'avons fait était impardonnable. J'y ai travaillé en thérapie. En essayant de comprendre pourquoi j'ai laissé faire. Pourquoi je n'ai pas pris ta défense. Il n'y a aucune excuse qui rende cela acceptable. Je voulais juste que tu m'entendes le dire à voix haute. En te regardant, sans me cacher derrière une lettre. D'accord, ai-je répondu. Parce que, qui avait-il d'autre à dire? Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant, a-t-elle dit. Je sais que c'est probablement impossible. Mais j'espère que nous pourrons peut-être construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux basé sur l'honnêteté cette fois. Au lieu des suppositions et du fait de se considérer l'une l'autre comme un acquis. Peut-être, ai-je répondu lentement. Mais ça va prendre du temps. Rachel. Beaucoup de temps. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut reconstruire du jour au lendemain. Je sais. Je suis prête à y consacrer ce temps, si tu le es aussi. J'ai regardé ma petite sœur. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait perdu du poids.